Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Comme nous le disions dans ce sommaire à Faustin Fleuret, enseignants et parents d'élèves disent non à la fermeture de classes. Une grève illimitée a été lancée aujourd'hui pour protester contre la suppression de 5 postes et la réduction du nombre de classes de seconde. Une situation inacceptable pour les grévistes qui dénoncent des conditions d'apprentissage dégradées et qui réclament l'intervention de la rectrice d'académie. À noter que 80% du personnel est mobilisé. Tout de suite, les précisions d'Olivier Félix. Faustin Fleuret, c'est un établissement qui réussit. Et nous réussissons parce que jusqu'ici, justement, nous avons réussi à avoir des effectifs à peu près corrects en seconde, 25-26 élèves, de telle sorte que ces élèves soient bien encadrés à leur entrée en lycée. Nous sommes dans un bassin particulièrement défavorisé. Nous recevons des élèves avec des difficultés et j'ai envie de dire, par miracle, nous arrivons à les faire réussir. Tout le monde reconnaît la réussite à Faustin Fleuret. Et là, on est en train de saccager l'existant, avec en plus 5 suppressions de postes, donc qui sont liées, bien sûr, aux suppressions de classes de seconde et une classe de terminale STMG. Il n'était pas question que les représentants des parents d'élèves ne soient pas présents, puisque ce sont nos élèves qui sont en ligne de mire et qui seront impactés pour cette rentrée 2025. Donc, suppression de 5 postes d'enseignants et 3 classes de seconde. Donc, actuellement, il faut savoir qu'il y a 13 classes de seconde avec un effectif d'une vingtaine de classes et on va passer à la rentrée prochaine à 10 classes pour des effectifs qui vont avoisiner la trentaine d'effectifs. Donc on comprend bien que du coup les classes seront surchargées et souvenez-vous que à la rentrée on a manifesté déjà pour manque de mobilier pour certaines classes et nous avons des salles de classe qui sont pas adaptées pour accueillir autant d'élèves. Voilà, la capacité est réduite, donc avoir des élèves, avoir des salles de classe avec un effectif de 30 élèves, ça va être difficilement possible. Si on a des classes à 32 par exemple, ça sera impossible de travailler. Il n'y a pas que les élèves d'ailleurs dans ces salles de classe, il y aura aussi les AESH, le personnel qui accompagne les élèves qui sont en situation de handicap. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on veut pour la prochaine rentrée, c'est d'avoir des salles de classe en fait avec moins d'élèves. Il est temps qu'on arrête de fonctionner avec une calculatrice dans cette académie. Tant d'élèves, tant de profs. Nous disons que c'est pas comme ça. L'école n'est pas une entreprise. L'école, c'est un endroit où on élève des citoyens. Et pour les élever, pour les amener à la réussite, on a besoin d'un taux d'encadrement correct. Donc nous n'accepterons pas. Les collègues ont été, grosso modo, 95% de collègues étaient en grève aujourd'hui. Il n'y a pas eu cours à Faustin. Les parents d'élèves nous ont soutenus. Les élèves ne sont pas rentrés lorsqu'ils étaient présents devant les établissements. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et tout le monde est au courant, sauf la personne qui devrait normalement avoir déjà entendu l'avertissement qu'on a donné depuis la semaine dernière, c'est-à-dire Madame la rectrice. Pour l'instant, nous sommes dans une grève illimitée, donc on attend effectivement le retour de la rectrice, en effet. Un mouvement suivi de près. Nous attendons donc évidemment les réactions de la rectrice. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Les rencontres territoriales des Outre-mer organisées par Action Logement réunissent actuellement en Guadeloupe des élus et des acteurs du logement et de l'emploi venus de toute la région, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte et Guadeloupe. L'objectif, trouver des solutions pour améliorer le lien emploi-logement. Ce matin d'ailleurs, les trophées de l'innovation en Outre-mer ont été remis aux projets les plus novateurs dans ce domaine. Un reportage signé Solène Fèvre. C'est une grande satisfaction de faire ces rencontres qui rassemblent l'ensemble des Outre-mer et qui plus est donc effectivement ce matin nous étions sur les projets innovants
et quelques 70 projets ont été déposés par nos équipes, et parmi ces 70 projets, une vingtaine donc ont été étudiés par le jury ce matin. Notre innovation, c'est un bus pédagogique. Qu'est-ce que c'est? C'est une unité mobile, c'est le fait une sorte de bus connecté à Internet surtout, mais surtout dans l'idée où l'accès à la formation et à l'information est beaucoup plus direct, beaucoup plus fluide, avec des formateurs qui innovent en termes de pédagogie en fonction du profil de chaque apprenant et surtout qui est corrélé avec les réalités terrain des chaînes d'entreprise. En fait, aujourd'hui, il y a la résorption des dents creuses, c'est quand même un enjeu majeur en Guadeloupe, et notamment dans des villes comme Basse-Terre, comme Pointe-à-Pitre, comme les Abîmes. Et avoir de la visibilité, montrer que le sujet fonctionne, nous permet aujourd'hui de développer cette solution qui, on le rappelle, est sur mesure pour pouvoir justement produire du logement là où on penserait que c'est plus possible aujourd'hui. On avait de très très beaux projets, donc comme on dit, choisir c'est renoncer, donc c'est quand même compliqué de renoncer à certains projets qui étaient très efficients, très ambitieux, donc effectivement ça nécessite du temps, et puis il y a toujours cette confrontation, même si le mot est un peu fort, entre les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux qu'on retrouve de façon générale dans notre société. On les retrouvait un peu là au sein des projets. Quel choix on fait? Et donc il faut trouver des projets qui mixent en fait les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Le système constructif est produit en Guadeloupe. C'est un système constructif en acier qui utilise un acier qui a des propriétés 10 fois supérieures à l'acier traditionnel utilisé sur le territoire. Le système constructif est 50% plus rapide que la construction traditionnelle. Il est surtout 35% plus léger, ce qui nous permet justement d'aller chercher ces parcelles exiguës et d'alléger le bâtiment. Il a une liberté architecturale parce que chaque parcelle est unique. Et surtout, il nous permet de pouvoir baisser le compte de pénibilité et employer, de par sa simplicité, des jeunes éloignés de l'emploi. La Guyane, ce n'est pas pareil que Guadeloupe, Martinique et d'autres territoires d'outre-mer, voire même d'autres territoires directement qui sont pas des outre-mer. Donc dans l'idée, c'est vraiment le partage, discuter de ce qui est possible. Pourquoi pas se mettre ensemble pour créer encore de nouvelles choses. Mais surtout, je pense qu'il est important pour nous de discuter de ces projets, de voir avec d'autres personnes, ne serait-ce que pour créer d'autres possibilités. Et pour en parler un peu plus, avoir quelques précisions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Frédéric Carré. Vous êtes président d'Action Logement Immobilier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ces rencontres territoriales des Outre-mer visent à renforcer le lien, on l'a vu, entre élus, acteurs de logement et emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce dialogue aujourd'hui est essentiel? Alors, peut-être en 2 mots, rappeler ce qu'est Action Logement. Action Logement, c'est créer des logements pour nos salariés. C'est financé par les entreprises, par les salariés. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir loger et offrir un logement aux Guadeloupéens. Ici, donc c'est géré aussi par le paritarisme, vous le savez, employés et salariés et patronat. Ici, sur le territoire, c'est SICOA. SICOA, c'est notre société qui gère du logement. On a 7500 logements déjà qui sont à la disposition des Guadeloupéens et on en construit à peu près 100 par an. On investit 25 millions d'euros sur le territoire de la Guadeloupe chaque année. Notre ambition, c'est d'investir plus, de loger plus, de créer plus de logements. Et on a comme ambition d'investir 100 millions d'euros à la place de 25 dans les 3 prochaines années. Alors, forcément, il y a des enjeux. Enjeux démographiques d'abord, enjeux écologiques, sociétaux. Et pour ce faire, on a besoin d'innover. On a besoin d'innover et ici, donc, c'est pour ça, c'est le rôle de cette première rencontre. D'ailleurs, je dis première rencontre qui réunit les 5 territoires ultramarins. Rencontre pour échanger sur l'innovation, pour partager nos expériences et pour pouvoir donc arriver à tenir nos objectifs. Alors, ce partage d'expérience, vous en parlez. Nous savons que sur nos territoires, en termes de précarité et d'accès à l'emploi, quels sont les principaux obstacles rencontrés aujourd'hui ? Alors voilà, aujourd'hui, bien sûr, c'est le foncier, mais c'est aussi les techniques, comment arriver à produire différemment. Donc ce matin, on a vu plusieurs choses très intéressantes, notamment, premièrement, des systèmes constructifs. Donc construire plus vite,
plus légers, avec des fondations différentes. C'est des modèles techniques et des innovations qui sont différentes de l'Hexagone, donc c'est pour ça qu'on se rencontre. Il y a aussi des matériaux biosourcés qui sont spécifiques à nos territoires. On doit répondre à ces enjeux-là, mais il n'y a pas que des innovations techniques, il y a aussi des innovations sociales, sociétales, et aussi la formation de métiers en tension, le bâtiment, mais pas seulement. Il y a aussi la restauration, etc. Et donc on a aussi primé ce matin un CFA, donc un centre de formation pour apprentis hors mur. Donc qui se délocalise et qui se déplace au plus près des jeunes pour aller les former et pour qu'on ait de la ressource pour pouvoir construire. Concrètement, sur le terrain, il y avait aussi aujourd'hui cette inauguration de la résidence Résilience à Morne-à-l'Eau. Là aussi, des normes HQE, l'accessibilité à l'emploi, c'est le cœur réellement de votre action. Et là, on a pu le voir avec le bâti. Donc je viens de l'inaugurer il n'y a pas plus tard qu'une heure dans la résidence à Morne-à-l'Eau. C'est 13 logements, mais aussi, ici, en Guyane, le premier en accession. Parce que c'est ça qui est aussi important, c'est le parcours résidentiel. Donc il faut pouvoir loger, mais il faut pouvoir aussi permettre aux plus fragiles de pouvoir aujourd'hui acquérir un logement. Donc dans cette résidence-là qui est du neuf, il y a aussi donc 13 logements, dont un qui est en accession. Et hier, donc nous avons visité une autre chose, une rénovation sur le site de Bergevin, 240 logements en rénovation en site occupé. Parce que la crise du logement, c'est important, il faut qu'on puisse produire, construire du logement pour donner de l'offre, mais il faut aussi qu'on s'occupe de nos locataires, les plus fragiles, les reloger, mais surtout aussi rénover le parc qui est ancien pour avoir des logements beaucoup plus attractifs, rénovés avec des conditions d'utilisation meilleures, pour aussi le pouvoir d'achat, l'énergie, l'écologie, donc tout ça. Donc on a regardé ça hier, un très beau projet, je félicite les équipes de SICOA. Donc on a travaillé aussi avec des locataires parce que rénover des appartements en site occupé, ça veut dire qu'on rénove pendant que les gens habitent. Et ça, c'est un exploit. À titre d'exemple, une salle de bain est rénovée en 2 jours. Donc une seule journée sans que le locataire puisse se laver, utiliser la salle de bain. Et donc on rénove tout ça aussi pour qu'on ait un parc qui soit le mieux pour nos locataires. Donc on comprend qu'effectivement les nuisances sont réduites au maximum, en tout cas, afin que ça soit confortable pour les locataires. Ma dernière question sera la suivante. Les acteurs locaux du logement, on l'a vu, et de l'emploi sont mobilisés. Quelle est la place de l'État dans ces initiatives? Avez-vous des engagements concrets du gouvernement pour accompagner tous ces efforts? Alors, donc nous, on est là, vous le savez, on est là sur le territoire, on veut produire de plus en plus, et c'est vrai qu'on a aussi besoin de l'État pour nous accompagner. Il y a des projets sur le territoire qui sont d'ampleur, qu'Action Logement Immobilier est prêt à démarrer immédiatement, mais on a besoin d'un accompagnement de l'État, et c'est pour ça que les discussions lors de ces rencontres sont aussi là pour faire en sorte que les choses avancent et se débloquent, et qu'on fasse du concret, parce qu'on a besoin de logements, on ne vit pas dans des agréments, on vit dans des logements, et on est heureux quand on tire le ruban de logements comme nous avons fait tout à l'heure, et je tiens à le signaler, premier logement HQE en Guadeloupe. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots, en tout cas, on souhaite qu'il y en ait davantage, et à nouveau de très beaux projets. Monsieur Frédéric Carré, merci de vous être arrêté sur notre plateau. Merci pour ces éclairages. Nous suivrons de près d'ailleurs les avancées, ces initiatives et leur impact pour le logement en Guadeloupe. Belle soirée à vous. Merci. Nous poursuivons notre journal et ce parcours de l'actualité avec la signature du plan Action Logement renforcé, un projet porté par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ce plan prévoit des actions pour reloger des habitants, améliorer les équipements publics et transformer le cadre de vie dans plusieurs quartiers. Tout de suite, d'un exemple concret avec le quartier Nicaise à Caux à Bergevin, un reportage signé Grégory Labs. Alors l'ANRU, c'est une agence nationale qui finance la rénovation et la transformation des quartiers politiques de la ville. Et notamment sur 450 quartiers France entière, on intervient pour accompagner la transformation des logements, le réaménagement, la création d'équipements publics, qui sont des projets qui sont portés par les collectivités territoriales.
Alors un bilan très positif, j'ai vu des quartiers qui avaient changé depuis mon dernier passage, avec des aménagements publics qui ont été livrés, avec des équipements publics aussi, comme la maison de quartier de Bergevin qui a été livrée. Donc c'est un élément très positif. Et puis j'ai vu aussi des projets qui étaient en cours, donc avec des démolitions, la démolition notamment de l'école Zébu qui est en cours, mais aussi sur le Vieux-Bourg, le début de la maîtrise foncière qui va être indispensable pour pouvoir engager les projets. C'est vrai qu'à l'échelle d'une vie d'un jeune qui naît dans ces quartiers ou d'habitants de ces quartiers, ça peut paraître long, mais c'est vrai que les projets de renouvellement urbain peuvent parfois prendre un peu de temps. Maintenant, c'est à nous, collectivement, de trouver les solutions pour les accélérer, parce que notre objectif, à la fois aux élus de Cap Excellence, au service de l'État et à l'ANRU, c'est d'améliorer la vie des habitants. C'est toute la difficulté, parce que pour pouvoir rénover, il faut libérer les appartements. Pour pouvoir libérer les appartements, il faut reloger les personnes. Et donc, c'est tout ce travail-là qui est mené avec l'ensemble des bailleurs, avec l'ARMOS qui est un peu une interbailleur, avec bien sûr CAPEX qui est à la manette, les services de l'État comme la DEAL. L'idée, c'est de travailler tous ensemble de façon collective pour accélérer ce rythme de relogement et permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés par l'ANRU. Nous avons signé cette phase, cette charte renforcée, une première charte de relogement, pour aller plus rapidement, plus profondément, de façon plus optimale et synergique avec tous les acteurs, pour permettre un relogement des publics qu'on va déplacer, permettre de créer des nouveaux logements qui vont être utilisés aussi par des nouveaux habitants dans ces quartiers rénovés, enfin optimiser le dispositif. Il est important que nous passions à une phase, une vitesse supérieure, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec cette signature qui engage les différentes parties prenantes signataires. Et l'une des principales nécessités de la rénovation urbaine est aussi l'accessibilité. Parlons tout de suite accessibilité et handicap. L'accessibilité est un droit fondamental. Un salon est consacré en ce moment à la loi sur l'accessibilité et le handicap. Il s'est tenu aujourd'hui pour rappeler que toute personne, qu'elle soit en situation de handicap ou non, doit pouvoir accéder aux établissements publics et exercer ses droits sans restriction. Un reportage signé Solène Fèvre. L'accessibilité est un droit pour tous, quelle que soit la personne, qu'elle soit porteuse de handicap ou pas. Donc c'est vraiment une loi très importante de cette décennie, puisque toute personne handicapée a droit à la solidarité, a droit à l'instruction. Donc l'école aussi doit être entièrement accessible, les établissements doivent être accessibles. Bref, une personne en situation de handicap, une personne handicapée, une personne autrement capable a le droit de faire exactement ce que tout le monde fait. Le ping-pong club de BMAO a une double affiliation. On a une affiliation Fédération française de tennis de table et Fédération française handisport. C'est-à-dire qu'on est sous les deux fédérations. Pourquoi? C'est qu'on a effectivement des joueurs qu'on a reçus il y a à peu près 8 ans en situation de handicap. Et pour nous, c'était de se dire, waouh, comment allons-nous faire? Personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que par rapport à ma maladie, si je ne pratiquais pas ce sport, je pense que je ne serais pas debout en face de vous. Donc effectivement, ça m'a aidé à combattre la maladie. Surtout ça, très important pour moi. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. D'ailleurs, au sein du CERAC, on a la RHF, la Ressources Handicap Formation, qui aide les centres de formation justement à la compensation du handicap en formation. Donc c'est un beau partenariat. Juste en face de nous, on a la GFIP aussi, qui est un partenaire privilégié pour le CERAC. Et voilà, il y a plein d'acteurs qui sont là présents et c'est vraiment agréable. L'APS, c'est l'Association des paralysés de France. Donc il faut savoir que nous, on accompagne les personnes en situation de handicap. Nous avons plusieurs services, notamment un service, donc SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Là, ce sera spécifiquement pour les personnes atteintes de handicap moteur et sensoriel. Du coup, on a une limite d'âge, donc entre 20 et 60 ans. Et c'est notamment uniquement les personnes avec une orientation de la MDPH. L'accessibilité ne se traite pas seule. Ça ne sert à rien d'avoir un trottoir accessible si l'établissement ne l'est pas, si le bus ne l'est pas. D'ailleurs, c'était l'objet de la table ronde qui se tient en ce moment. L'accessibilité est un continuum. Et il faut effectivement qu'à un moment donné, tout le monde se réunisse pour en parler, pour discuter, pour mesurer les avancées, pour faire le bilan, voir simplement si on va dans le bon sens et continuer parce que le chemin est encore long. Des avancées, mais encore beaucoup à faire pour assurer l'accessibilité totale de ces personnes.
Sans transition, le job dating avec cette opportunité unique pour les jeunes Guadeloupéens, partir en mission de volontariat international au Cameroun ou en Équateur, un projet qui leur permettra d'acquérir de l'expérience face au risque de catastrophes majeures et d'apporter ce savoir-faire en Guadeloupe. Un reportage signé Maxime Morel. La ville de Bemao a répondu à un appel à projet de France Volontaire et du ministère des Affaires étrangères pour mettre en place des volontaires solidarité à l'international sur plusieurs thématiques. Donc permettre à nos jeunes, mais aussi à la population de Bemao de découvrir sur une période d'1 an, vivre une expérience dans un pays étranger dans des missions différentes, telles que le domaine de la santé, de la solidarité et de la biodiversité. Actuellement, nous sommes en visioconférence avec les territoires avec qui nous avons le partenariat, donc le Cameroun et tout à l'heure l'Équateur, la ville de Cuenca. Donc nous serons en visio avec ces pays pour permettre en tout cas aux personnes qui souhaitent en tout cas partir sur l'étranger avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir s'engager ou pas sur les missions que nous allons proposer. Nous leur présentons les différentes missions, donc une mission santé dans la ville de Douala au Cameroun de 12 mois. Également une mission solidarité et biodiversité à la municipalité de Cuenca en Équateur. Ces missions à l'étranger, c'est une expérience, mais surtout par rapport au projet stratégique de la ville de Bemao, c'est pouvoir enrichir, partir, en tout cas chercher l'expérience, chercher en tout cas des savoir-faire à l'étranger pour pouvoir en tout cas faire en profiter la ville de Bemao sur tous ces projets stratégiques tels que sur la biodiversité, surtout le lien avec les personnes en situation de handicap, les personnes âgées en fait, sur tout ce qui est sur les risques majeurs. Donc nous avons voulu en tout cas avoir des expériences de savoir-faire de l'étranger, de l'expérience pour pouvoir améliorer nos comportements en tout cas sur nos territoires. Et nous accueillons maintenant sur notre plateau Kimberley Demagny. Vous êtes cofondatrice de Synapse Zone. Nous allons vous lancer Synapse Zone, qui est une nouvelle plateforme dédiée aux industries culturelles et créatives. Concrètement, quels services et opportunités cette plateforme va-t-elle offrir aux artistes, entrepreneurs culturels de la Caraïbe et de l'Afrique ? Alors en fait, cette plateforme, c'est un peu comme un réseau social. Donc en fait, on peut poster, il y a des groupes aussi qu'on peut rejoindre. On a un profil où on peut montrer ses projets, ses activités, etc. Et le plus de cette plateforme, c'est qu'en fait, on a un système de e-learning. Donc en fait, on peut suivre des cours en ligne avec des experts du monde entier, issus de banques ou des chercheurs. Et on a également ce qu'on appelle un job board où tous les artistes et entrepreneurs culturels vont retrouver des opportunités de financement, des financements qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique ou même de la Caraïbe tout simplement. Donc c'est vraiment une plateforme qui répond finalement aux besoins des professionnels de la culture dans la Caraïbe et en Afrique, le tout en français, en anglais et en espagnol. En plus, donc accessible dans toutes ces langues. Effectivement, on souffrait peut-être depuis un moment d'un isolement, ou en tout cas d'un manque d'accessibilité à ces fonds. Avec votre plateforme, on le comprend, c'est une opportunité qui est offerte. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler d'une table ronde qui aura lieu donc demain, mercredi 12 février. Vous aborderez les opportunités de financement dans la culture pour la Caraïbe, l'Afrique et la diaspora. Quels sont les principaux freins rencontrés aujourd'hui par les acteurs culturels en matière de financement ? Finalement, on se rend compte après une étude à la fois des besoins des professionnels de la culture qui ont besoin de financement et des organismes de financement que d'un côté, il y en a qui ne sont pas au courant des opportunités qu'il y a et les financeurs eux-mêmes n'ont pas forcément assez de réponses puisque la communication n'est pas forcément bien faite ou rassemblée au même endroit. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé cette plateforme, c'est faire rencontrer les deux univers, à la fois ceux qui ont les fonds et ceux qui souhaitent avoir ces fonds. Une remarque qu'on reçoit des instituts de financement, c'est que beaucoup de professionnels de la culture ne savent pas comment rédiger un dossier, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc justement, ils nous ont mis à disposition des cours en ligne pour apprendre à écrire un dossier de subvention, un dossier pour avoir des fonds d'une fondation d'art, par exemple. Et donc l'objectif, c'est aussi d'éduquer, professionnaliser et accompagner finalement les professionnels de la culture vers une expansion, parce qu'il y a beaucoup de fonds et de financement, mais c'est le lien peut-être n'était pas créé. D'où peut-être les synapses, effectivement, pour créer ce lien. Et même, j'entends dans ce que vous êtes en train de dire, devenir aussi autonome face à toutes ces demandes et à la recherche de ces fonds.
Complètement, c'est exactement ça. Nous avons parlé, il y a une spécificité dans votre conférence, c'est une conférence hybride, donc on sera en ligne et en présentiel, et en préparant un peu le sujet, j'ai vu, tout à l'heure on va parler des intervenants, mais on est quand même avec des gens de renom, le ministre de l'Éducation Trinidad et Tobago, une responsable du programme culture à la CARICOM, une experte en politique culturelle et de gouvernance à l'UNESCO, un conseiller en fonds culturels pour l'African Export-Import Bank, enfin voilà, des gens de renom qui seront présents effectivement lors de cette manifestation. C'est aussi l'objectif de cette plateforme, pouvoir mettre en lien ces cerveaux, ces experts avec nos artistes, nos professionnels. Complètement, et il faut savoir que c'est une exclusivité parce que chacun ont des fonds adressés justement à la Caraïbe et à l'Afrique, et c'est la première fois qu'ils se retrouvent tous à parler de ces opportunités. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est que chacun a très peu de temps pour nous répondre, nous présenter très rapidement les opportunités de financement, quelle industrie il cible. Donc, par exemple, on va avoir des financements qui vont être plus axés sur le cinéma, d'autres plus sur le spectacle vivant, donc un peu comprendre les dynamiques qu'il y a et les attentes aussi, parce qu'avoir des fonds, c'est pas juste recevoir de l'argent, il y a quand même une structuration à faire, des attentes, aussi ça peut être des projets plus ou moins longs, il y a certains fonds, il faut que les projets durent 5 à 10 ans, donc finalement on apporte cette voie de façon accessible le temps de cette table ronde. C'est une table ronde dans le cadre du lancement officiel de Synapse, mais justement on a prévu de faire ce type de table ronde assez régulièrement dans l'année pour pouvoir donner la parole aux financeurs et puis aussi faire l'espace si on a des questions. Quand on est professionnel de la culture, c'est l'occasion, ils sont en attente de ça. Ils sont en attente de ça, et ce sera effectivement un outil qui permettra d'aider à la rencontre. Ma dernière question sera la suivante. Comment vous est venue cette idée finalement? Qui se cache derrière Synapse et derrière ce très beau projet? Écoutez, c'est un projet qu'on porte à deux. Donc moi je le porte en tant que Guadeloupéenne et je le porte avec Marielle qui est de Trinidad et basée aux États-Unis. Et moi ce que je disais beaucoup à Marielle, c'est que nous, dans les îles francophones, on est très souvent à part. On n'est pas au courant. Il y a la barrière de la langue aussi qui fait qu'on n'a pas accès à certaines informations. Et c'est quelque chose que justement les autres territoires créolophones, hispanophones ont également. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'art, l'innovation. J'ai créé un des médias les plus populaires sur l'art caribéen, qui s'appelle Caribé Art, qui a fait 50 millions de vues. J'ai fait plein d'événements, donc je suis vraiment très active sur la scène culturelle et créative. Récemment aussi, j'ai lancé un incubateur avec l'UNESCO Caraïbes pour 22 territoires de la Caraïbe. Donc finalement, et Marielle a fait des choses similaires pour la région anglophone, on s'est dit qu'il faut créer un espace où on va mettre ensemble, créer un écosystème tout simplement, créer une communauté, faire un espace pour faire du réseau et sans barrière de la langue. Et d'ailleurs, c'est pas une application, c'est vraiment une plateforme qui est disponible en ligne parce que tout le monde n'a pas accès à un téléphone, à un abonnement téléphonique, etc. Quand on voit les études. Donc l'objectif, c'est aussi de l'inclusivité et l'accessibilité. Pour lequel ou en contact pour les personnes qui nous regardent ce soir? Complètement. Alors l'événement est hybride, donc en même temps en Guadeloupe, en Afrique du Sud et à Trinidad. Donc on n'a plus de place sur les événements physiques, mais en ligne, on peut s'inscrire sur www.synapse.zone, c'est pas .com, et on peut s'inscrire à la conférence en ligne pour pouvoir profiter des tables rondes et aussi de démonstrations de la plateforme pour voir un peu comment ça fonctionne. O-News Radio sur outremernews.fr.